Happy Hour, Happy Hour, le podcast qui éclaire sans éblouir. le podcast qui éclaire sans éblouir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef de My Happy Job et de Courrier Cadre, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Happy Hour. Depuis plusieurs années, les DRH sont sur tous les fronts. Crise sanitaire, télétravail, pénurie de talent, transformation des métiers, santé mentale, intelligence artificielle, jamais leur rôle n'a semblé aussi stratégique. Pourtant, derrière cette fonction souvent perçue comme celle qui accompagne, soutient et écoute les autres, un constat émerge. Les professionnels des ressources humaines sont eux aussi confrontés à une forme d'épuisement silencieux. Alors comment retrouver de l'énergie et du sens dans un métier devenu plus complexe que jamais ? Comme l'écrivait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Aujourd'hui, avec Adrien Chignard, psychologue du travail et fondateur de Sens et Cohérence, nous allons donc essayer de mettre des mots sur une fatigue encore trop peu abordée. Bonjour Adrien. Salut Fabienne, Comment content de te vas-tu ? retrouver. Je suis très content de te retrouver. C'est notre dernier enregistrement avant l'été. Et Fabienne, en arrivant ici, je lisais les journaux et j'ai vu que le sujet du bac philo, c'était « Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?» Et j'ai trouvé que c'était une jolie façon de rentrer dans notre sujet. Mais oui, avec la fonction RH qui pense beaucoup aux autres et pas forcément beaucoup à elle-même, on aura l'occasion d'y revenir. Alors pour commencer Adrien, pourquoi as-tu voulu justement aborder ce sujet de la fatigue, voire de l'usure des DRH ? Parce que ça fait 21 ans, Fabienne, que j'interviens dans les entreprises pour aider, accompagner, soutenir dans les transformations. Et en fait, la cheville ouvrière de toutes ces transformations, c'est bien souvent la fonction RH. Mais il y a une dimension de plus en plus sacrificielle, je trouve, dans la fonction RH, parce que historiquement, c'était une fonction d'administration du personnel et bon, c'était fatigant, mais c'était pas usant. Et puis, tu sais, depuis les années 80, 90, on a vu la mentalisation du travail, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, une accélération des changements. On s'en reparlera dans quelques minutes, j'imagine. Et je vois une fonction RH qui n'est plus fatiguée, mais qui commence à devenir usée. Mais si on ne prend pas soin de celles et ceux qui sont les soutiens des autres, si on ne soutient pas celles et ceux qui soutiennent tout l'édifice, alors c'est périlleux pour tout le corps social. Et c'est pour ça que je pense qu'il est urgent qu'on prenne soin de nos DRH. Concrètement, tu parles d'usure, ça va vraiment plus loin que la simple fatigue chronique. En fait, la fatigue, t'es claqué, tu vas te coucher, le lendemain, c'est reparti. L'usure, c'est un petit peu différent. Parce que l'usure ou l'épuisement, qu'on va retrouver plus généralement dans la littérature, l'épuisement, c'est la conséquence d'efforts qui n'ont pas apporté les résultats escomptés, ou d'efforts durant lesquels on a oublié une notion pourtant essentielle, Fabienne, qui est cette notion de temporalité. Il n'y a pas d'effort continu. Tout effort implique cette notion de temps, c'est-à-dire qu'à un moment, ça s'arrête. Et si ça ne s'arrête jamais, alors ça n'est plus un effort, mais c'est une nouvelle norme. Alors, il n'y a pas de problème à changer de norme dès lors qu'elle n'est pas toxique. Je prends un exemple tout bête. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, une organisation du travail, en moyenne, est restée à peu près 4 ans. Aujourd'hui, tous les 18 mois, on change. C'est-à-dire que on a une rotation des organisations du travail qui est tellement fréquente qu'on n'a même pas la possibilité de s'adapter au nouvel environnement, qu'il faut déjà en changer. Parce qu'en plus, on a une conception des organisations qui, à mon avis, est stérile. On imagine que les organisations du travail, elles sont opérationnelles au moment où on les met en place. Non. En fait, au moment où on les met en place, ça s'arrête pour l'équipe projet, mais ça commence pour les salariés. Et c'est là que les facultés d'adaptation des salariés sont mises à profit. Et ces facultés d'adaptation, eh bien, comme tout, c'est-à-dire il y a des limites. Et au bout d'un moment, on est non plus fatigué, mais épuisé. Et c'est alors à ce moment-là, alors c'est pas dramatique, on verra, c'est un risque, mais c'est pas une fatalité. Et j'aime bien qu'on différencie les deux parce que la fatalité, c'est ce contre quoi on ne peut rien. Ok, mais le risque, c'est tout autre chose. Le risque, c'est heureux. Le risque, c'est la possibilité de le comprendre pour mieux le gérer. Et Happy Hour va essayer de tenir sa promesse quand même. L'idée, c'est pas de se dire on se met sur le dos, on attend la mort. L'idée, c'est de se dire, puisqu'il y a des choses qui sont tristes mais pas tragiques, voyons comment on peut collectivement essayer d'améliorer la tendance. Est-ce que tu dirais que y a vraiment eu aussi un avant et un après Covid pour la fonction RH ? Ouais, alors je pense qu'il y a eu. Alors on parlait d'efforts. Il y a eu une accélération pendant la Covid-19, la pandémie, la mise en place d'une sursollicitation RH avec les télétravail, les accords à négocier, les façons de fonctionner en remote, RGPD, cybersécurité à distance et autres. Enfin, la fonction RH, elle a été au cœur aussi de situations dramatiques parce que le Covid, c'était pas juste une nouvelle organisation du travail. C'était des maladies,
des décès, des problèmes cardiovasculaires, de la détresse psychologique. Enfin, on a eu tout ça. La détresse psychologique chez les Français, elle est quand même assez intense depuis 2020. Elle existait déjà avant. Je rappelle les vagues de suicide chez France Télécom et chez Renault il y a de longues années, mais elle était déjà pas mal, mais c'est venu se surajouter à une dimension qui est compliquée. Et on voit une fonction RH qui est dans une forme d'hyper-investissement sans jamais de temps de récupération. Et moi, je le vois avec l'arrivée de l'intelligence artificielle où la plupart des DRH me disent on gagne du temps, tant mieux. Je dis, et vous, du coup, vous en faites quoi? Vous le voyez ce temps? Il me dit, ah non, ça, en revanche, on le voit pas. Donc, vous gagnez du temps sur quoi? En fait, on a encore intensifié le travail. On en fait toujours plus. Exactement. Alors, est-ce que tu dirais aussi que les attentes, un peu comme pour les managers, les attentes envers les RH ont grandi aussi? Alors, on a des attentes en matière de qualité de vie au travail, de santé mentale au travail qui se sont diffusées. C'est-à-dire que maintenant, c'est presque plus un gros mot. C'est-à-dire les organisations dans lesquelles c'est tabou, ça reste quand même relativement rare aujourd'hui. En tout cas, c'est devenu l'exception. Alors, ça veut pas dire que c'est bien traité, mais en tout cas, on a abordé ça dans le langage courant et nécessairement, on positionne dans la fonction RH, qui à mon avis est une erreur, le rôle du care. Le rôle du prendre soin. Mais on retrouve là nos vieux modèles patriarcaux parce que à la base, la fonction RH est une fonction qu'on a voulu aussi très féminiser et on a cette espèce de représentation stéréotypée que la femme serait porteuse d'un instinct maternel qui l'amènerait à être plus intrinsèquement amenée à prendre soin des autres. Mais c'est un construit social débile. Déjà parce que scientifiquement, l'instinct maternel n'existe pas, parce qu'on a prouvé dans les grandes études d'anthropologie que dans certaines peuplades, c'est les hommes qui étaient en capacité d'allaiter. Donc la lactation, la prolactinémie est possible même d'un point de vue physiologique. Donc l'instinct maternel est un construit social complètement bullshit qui fait juste qu'en fait, tiens, allez vous occuper de ça, comme ça nous on sera tranquille, on aura autre chose à faire. Et on a une fonction très féminisée sur laquelle on a voulu effectivement véhiculer ces stéréotypes-là et qui aujourd'hui prend une double dose quelque part. C'est que non seulement il y a une très grande intensité de la charge opérationnelle, mais si c'est une fonction féminisée, il y a aussi une très grande intensité de la charge mentale. Tu n'es pas sans savoir que la double charge mentale à la maison, c'est pas non plus que l'affaire des hommes. Mais pas de bol, là on a fait strike. Charge opérationnelle, charge mentale. Mais on prend aussi une charge émotionnelle quand on s'occupe des autres. Parce que prendre soin d'eux, c'est pas prendre soin juste des gens qui vont bien. C'est aussi accueillir des personnes qui sont en détresse, qui vont pas bien, qui ont un coup de calgon, qui sont en conflit. Et ça prend de l'espace, quoi. À quels signaux il faut veiller, peut-être à quel comportement ou quels signes doivent alerter les DRH peut-être? Mais en fait, ce que je trouve dingue, alors je te fais une confidence, ma maman, elle était infirmière et je retrouve chez certains ou certaines copines qui sont DRH aujourd'hui les mêmes choses que je voyais chez ma maman qui était infirmière. Mais c'est un signe qui est pas bon pour moi. C'est un peu ce qu'on appelle le John Wayne syndrome aux États-Unis, c'est-à-dire cette espèce de passivité par rapport à la détresse. Tu sais, ce qu'on appelle l'usure compassionnelle. J'ai tellement pris soin d'eux. J'ai tellement pris cher d'un point de vue de ma propre santé mentale parce que personne vient demander à la RH comment ça va. En revanche, tout le monde va dire à la RH que ça ne va pas. Et en fait, on prend lourd d'un point de vue émotionnel, sauf qu'au bout d'un moment, t'as plus la place. C'est-à-dire que pour pouvoir accueillir les émotions d'autrui, il faut que t'aies un peu de place dans tes propres émotions. Si t'es saturé des émotions d'autrui, enfin, tu vas saturer toi-même et ça va générer un cercle vicieux qui est très désagréable. À quoi il faut être attentif? C'est quand on a une couche de corne qui commence à se mettre au-dessus du cœur. Quand on commence à dire oui, écoute, laisse-les chialer, ça passera. Enfin, ils font que de se plaindre, ils sont jamais contents. En fait, quand tu commences à avoir cette espèce de froideur relationnelle, en fait, il s'agit pas de juger les gens qui ont cette froideur relationnelle. Il s'agit de comprendre que dans la plupart des situations, c'est un mécanisme de défense contre la détresse psychologique qu'ont les autres. Il y a un très grand psychosociologue français qui a écrit justement sur ce qu'on appelle la stratégie des œillères. La stratégie des œillères, c'est quoi? C'est qu'on est tous, Fabienne, particulièrement sensibles à la violence et l'injustice. Personne n'aime ça. Et donc, quand on voit au travail des personnes, on leur dit, on va positionner ton service de compta fournisseur en Pologne, on va fermer. En fait, quand on voit des gens qui souffrent, ça nous fait beaucoup de mal. C'est agréable pour personne parce que l'être humain est naturellement empathique. On sait qu'un être humain est empathique après 40 secondes de vie. Alors, il l'est probablement avant, mais je pense qu'on n'a pas enquiquiné les nourrissons pour savoir s'il était juste avant. Mais puisqu'on est naturellement intrinsèquement empathique, voir des situations délicates ou délétères nous fait souffrir et on doit se protéger. Et donc, on utilise cette stratégie des œillères qui est je baisse la tête, je regarde tout droit et tant pis pour les autres parce que ça me fait trop mal de le considérer. Et dans la fonction RH, quand on commence à avoir cette espèce de froideur, de brutalité relationnelle,
c'est un indicateur que c'est en train de nous taper fort dedans. Alors, tu nous parlais de l'usure compassionnelle. On le disait aussi tout à l'heure avec les nombreux changements, les nombreuses transformations. Les DRH doivent prendre beaucoup de décisions, parfois très vite, dans l'urgence. On parlait aussi de l'IA qui a tendance à tout accélérer. Est-ce que le fait d'accumuler les décisions au quotidien, ça aussi, ça use et ça fatigue? Oui, ça porte un nom d'ailleurs, hein, tu le dis bien, ça s'appelle une fatigue décisionnelle. Pour être sûr de ne pas te raconter de bêtises, je relisais ce matin un peu la littérature scientifique sur le sujet. Et il y a un scientifique qui montrait qu'on prend jusqu'à 121 décisions impactantes. On en prend beaucoup plus de ça dans la journée, mais on prend 121 décisions en moyenne impactantes dans la journée, donc qui vont avoir une conséquence soit sur l'avenir, soit sur autrui. Et quand on est DRH et qu'on est au milieu d'une somme de changements considérables, d'une somme de micro-décisions, de management, de conflits, d'accords collectifs, de négo, de rétention, d'acquisition de talents, en fait, cette hyper-sollicitation cognitive, cette nécessité d'arbitrer, ça fait appel à des fonctions exécutives supérieures du cerveau. En gros, on a tous une Ferrari dans la tête et on a des fonctions exécutives supérieures, c'est-à-dire ce qui nous permet de prendre des décisions complexes avec un grand nombre de paramètres. Sauf que là encore, notre réservoir attentionnel, il n'est pas illimité. Et à force de prendre un grand nombre de décisions, ça finit par user. Moi, je le vois avec mes propres enfants parfois. Moi-même, je suis manager, j'ai 9 personnes à manager. Quand j'ai passé ma journée au téléphone à arbitrer sur un tas de trucs, le soir, quand mon fils prend du temps pour savoir ce qu'il a envie de manger et qu'il reste 1 minute ou 2 minutes devant le frigo à me dire je sais pas, ça m'agace, je suis excédé. Mais j'ai pas à être excédé contre mon fils parce lui, il n'y est pour rien que moi j'ai pris mes 120 décisions avant. Mais effectivement, cette saturation cognitive due à la somme des décisions qu'on prend, ça finit par une espèce de blurring, de brouillard, on sait plus trop où on en est. Et la grande difficulté, c'est que ça nous amène à prendre des plus mauvaises décisions sur lesquelles on devra donc revenir. Et c'est là qu'on voit que le cercle vicieux s'est alimenté. Et est-ce que tu dirais aussi, alors là je fais aussi le parallèle avec les managers qui sont pris parfois dans des injonctions contradictoires entre la direction et les équipes, est-ce que les RH sont un petit peu aussi dans le même cas, c'est-à-dire traversés par des injonctions contradictoires et que ça fait aussi partie des choses qui pèsent sur les épaules? Écoute, exactement, j'étais la semaine dernière à l'université d'été de la NDRH et on parlait des conflits avec la directrice des relations sociales d'un grand laboratoire pharmaceutique et elle m'expliquait combien son métier, c'était un métier de relation. Et un métier de relation, c'est un métier transactionnel. Je te donne quelque chose, mais tu me donnes quelque chose en retour. Parfois, c'est simplement du respect, de l'estime. Parfois, c'est autre chose. Mais ce sont des métiers qui sont éminemment transactionnels avec des inputs du top management qui leur demandent de faire descendre des orgas, des négos, des NAO, ce genre de choses, de négocier des accords. Et puis, des attentes des salariés, des syndicats, des médecins, du corps social, des managers, qui sont parfois dissonantes. On le sait, et il suffit d'être... on a une vision du conflit qui est souvent un petit peu stérile, c'est-à-dire on considère que le conflit est un échec. Mais n'oublions pas que le conflit, il est consubstantiel aux histoires de boulot, comme il est consubstantiel aux histoires d'amour. Enfin, il suffit d'être 2 dans une pièce pour pouvoir potentiellement s'engueuler. Et quand on est beaucoup au milieu d'une situation de travail où on a parfois des intérêts orthogonaux, on n'a pas tous intérêt à aller dans le même sens. Ce serait bien trop facile. Enfin, quand tu négocies, t'as globalement pas intérêt d'aller dans le même sens que l'autre. Hein. Et nécessairement, il faut à un moment que le DRH puisse satisfaire cette espèce de ligne de crête entre 2 abîmes, entre un désir excessif d'un côté et un désir excessif de l'autre. Et donc, c'est une voie de la modération. Mais cette voie de la modération, elle implique de la patience, de la réflexivité et surtout, je le crois, une très grande tolérance à la frustration. Parce qu'avant d'arriver à un accord, et je parle pas qu'à celles et ceux qui nous écoutent qui sont des RH ou qui sont au boulot, je parle aussi aux parents qui nous écoutent. La parentalité, c'est l'exercice de la négociation, et la négociation, c'est l'exercice des frustrations mutuelles qu'on va savoir dépasser parce qu'on estime que il faut parfois privilégier le fait de pérenniser la relation plutôt que d'avoir raison. On n'est pas là pour faire plier ses enfants, on est là pour trouver une voie collective pour éviter de s'engueuler le soir à la maison, quoi. Eh bien, cette négociation qui nécessite une tolérance à la frustration, là encore, pour avoir cette tolérance à la frustration, on peut pas être saturé d'un point de vue cognitif, on peut pas être saturé d'un point de vue émotionnel, on peut pas être saturé par une hyper fréquence de changements organisationnels qui finissent par non plus fatiguer, mais éroder, user véritablement. Concrètement, quelles sont les conséquences de cette usure des DRH? Alors, forcément, d'un point de vue
individuel, on comprend très bien que ça peut mener au burn-out, à l'épuisement, mais aussi d'un point de vue collectif, en quoi c'est inquiétant? Alors, c'est inquiétant à bien des égards. Déjà, si on va tout au début de la chaîne, c'est inquiétant pour les vocations. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des petits jeunes qui soient DRH. Enfin, moi, j'étais au CIFOP il y a pas longtemps faire une conférence sur le sujet, où j'étais d'ailleurs très heureux de voir que dans la communauté de celles et ceux qui s'inscrivent dans les masters de RH, il y a des grandes préoccupations pour la santé mentale et c'est même devenu un driver motivationnel, ce qui pour moi est une bonne nouvelle. Ça veut dire que collectivement, on a réussi à en faire quelque chose qui était un plus, un gain, une corde à notre arc qui est valorisable sur le marché du travail. Mais tant mieux. Si la santé mentale est bankable, moi je suis très content qu'elle soit bankable. Mais les vocations sont aussi ternies et les petits jeunes en parlent beaucoup quand on va, moi j'enseigne dans 3 universités, ils ont des appréhensions par rapport au monde du travail et par rapport à cette fonction RH en disant j'ai peur de m'y cramer, j'ai peur de m'y brûler les ailes parce que ce sont des métiers qui sont compliqués. Donc premièrement, la question de la crise vocationnelle par rapport à la fonction RH. Je crois que deuxièmement, ça finit par générer cette froideur relationnelle, ce John Wayne syndrome qui finit aussi médiatiquement par ne sortir que les histoires qui sont les histoires tristes de DRH à qui on arrache la chemise ou de gros conflits sociaux ou quoi que ce soit. Donc ça n'attire pas, ça fait peser les stéréotypes sur la fonction RH parce que pour quelques histoires emblématiques et fort tristes bien sûr, combien de négos réussis, de ruptures conventionnelles qui se passent bien, de promotions, de rétention, de personnes conformes qui se développent. Enfin, tu sais, on dit tout le temps, on entend le bruit de l'arbre qui tombe mais on n'entend jamais la forêt qui pousse. Mais la fonction RH, c'est ça. On entend le bruit du fracas de l'arbre qui tombe, mais il y a toute une forêt qui pousse autour et qu'on sait pas regarder. Et puis, je crois qu'on oublie trop souvent que un RH qui est en carafe, c'est une business continuity qui disparaît. C'est-à-dire que si on n'a personne pour accompagner les managers, pour développer, pour gérer les conflits, pour s'occuper de la prévention du harcèlement en situation de travail, pour la diversité, pour l'inclusion, enfin, on vit dans un monde, que ça soit un monde politique, que ça soit un monde de la sphère publique, qui est un monde qui est très polarisé. Et on le voit à l'approche des présidentielles, qu'il y a une polarisation du discours médiatique. Un métier de la fonction RH, c'est un métier de la relation. Le métier de la relation, il doit tisser du lien. Et c'est absolument nécessaire de tisser du lien, pas par gentillesse, pas par mièvrerie, mais parce que la coopération, elle est prescrite dans nos contrats de travail. On ne peut pas ne pas coopérer dès lors que ça serait un défaut de loyauté et ça pourrait faire sauter le contrat de travail. Donc, on a la nécessité de la collaboration, mais il faut aussi des garants d'une collaboration saine. Et la fonction RH est un garant de la collaboration saine qui est un déterminant de la performance business dans un second temps. Des RH en bonne santé, c'est des résultats économiques qui sont optimisés. Tu le disais tout à l'heure, on se tourne généralement vers les RH quand on a un problème, qu'on soit manager ou collaborateur. Et paradoxalement, les RH, vers qui elles se tournent, elles? Parce que j'ai l'impression que c'est pas une fonction qui demande beaucoup d'aide aux autres. Alors, ils se tournent vers les psychologues maintenant, et moi j'en suis ravi, parce qu'on fait même de la supervision maintenant de la fonction RH, et je trouve ça top qu'enfin ils acceptent ça. Après, si on se dit la vérité, moi j'ai 43 ans, Fabienne, ça fait 21 ans que je fais exactement le même métier. En 21 ans, donc une génération, c'est une vingtaine d'années, on va dire, il y a une génération entière qui est passée, il y a une nouvelle vision des choses et ces mots sont passés dans le langage et la culture courante. Il suffit de passer à la Fnac ou devant un kiosque de journaux pour voir qu'on parle de santé mentale régulièrement. Et les RH ont compris, et ça j'en suis très heureux, moi en tout cas une grande partie d'entre eux, que la santé mentale, en fait, fallait pas attendre qu'elle soit en carafe pour s'en occuper. C'est comme ta santé physique, c'est-à-dire que c'est l'hygiène de vie qui fait qu'on va vivre longtemps. C'est l'hygiène de santé mentale qui fait qu'on va vivre content, à peu près. Et donc, pour être à peu près heureux dans la vie, on a une fonction RH qui maintenant sait être supervisé, sait rencontrer les psychologues quand ils sont là, ils se font coacher aussi. Et de plus en plus, et moi je trouve ça génial, on a une fonction RH qui a appris à réseauter. C'est qui a appris à se soutenir, qui a appris à mettre en place des communautés de la fonction RH, et on en reparlera tout à l'heure, parce que ces communautés, elles sont extrêmement précieuses. Ça peut paraître de l'extérieur quelque chose d'un peu léger de se dire, bon, on va se boire un mojito en parlant de notre NAO, mais il se passe autre chose dans tout ça. Il y a aussi le soutien social, le fait de normaliser, ah mais pour toi aussi c'est comme ça, toi aussi tu galères. Et en fait, cette communauté de la fonction RH, elle est incroyablement protectrice pour la santé mentale. La solidarité, le fait de pouvoir échanger entre pairs, de sortir de cette fameuse solitude aussi. Exactement, parce que c'est souvent des métiers dans lesquels t'es très seul. Alors parfois tu fais un bon binôme avec ton DG, d'ailleurs on le voit, ceux qui restent longtemps, c'est souvent des super binômes DG-DRH, mais une fois que le binôme DG-DRH est un peu limité, parce qu'ils ne sont pas complètement des pairs d'un point de vue hiérarchique, c'est important de pouvoir discuter avec
une personne qui ne nous évalue pas non plus à la fin de l'année pour pouvoir désinhiber le contenu du discours et adresser les sujets qui nous sont plus compliqués. Alors, ouvrir la parole sur ces sujets est un bon début de solution pour remédier à l'usure des DRH et pour aussi la prévenir. De quel concept psy tu aurais envie de nous parler aujourd'hui ? Alors, moi, j'avais envie de vous parler du sense-making. Je sais pas si tu te rappelles du sense-making. On en avait parlé un petit peu pendant la pandémie. En fait, le sense-making, c'est quelque chose qu'on fait tous automatiquement sans s'en rendre compte. L'être humain a besoin de ce qu'on appelle la continuité du self, c'est-à-dire la continuité du moi. Pour donner un exemple tout bête pour celles et ceux qui nous écoutent, vous connaissez tous quelqu'un qui a 45 ans, qui est, je sais pas, architecte, maçon, pilote, et qui vous dit « Ah, mais moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça. » Mais walou, Fabienne, c'est pas vrai. Personne n'a jamais su qu'il voulait faire ça toute sa vie. Simplement, on reconstruit a posteriori notre histoire pour avoir le sentiment qu'on a conservé une cohérence de nous-mêmes, que notre vie, elle a un sens, une direction. Eh bien, le sense-making, c'est la faculté que l'on a à intégrer les éléments du quotidien pour leur donner du sens et donner le sentiment qu'on chemine dans le bon sens avec tout ce qu'on a grappillé sur le chemin. Eh bien, la fonction RH, quand elle vit des situations, j'en parlais tout à l'heure un peu de change fatigue, c'est-à-dire d'hyperfréquence des changements organisationnels qui finit par user, lorsqu'elle a la possibilité de faire un peu ce qu'on faisait tous, s'asseoir autour du feu pour discuter quand on était une tribu, on a besoin de s'asseoir, de se regarder et surtout de mettre en mots ce que l'on vit et d'essayer de manipuler un peu notre mémoire. Ça, je trouve que c'est génial parce que la mémoire humaine, c'est pas du tout un disque dur. Mais alors absolument pas. Ta mémoire, elle est beaucoup plus faite, Fabienne, pour oublier que pour mémoriser. Et si je te demande t'as mangé quoi au petit-déj le 16 mars 92 et que tu me réponds, ta vie doit être horrible. C'est pas possible. En revanche, si je te demande ce que tu faisais le jour le 11 septembre 2001, tu t'en souviens parce qu'avec les attentats du 11 septembre, on a fixé en mémoire quelque chose grâce à l'émotion. Donc notre mémoire, c'est pas du tout un disque dur, c'est quelque chose qu'on peut manipuler. Mais si on vit des situations qui sont des situations parfois un peu intenses, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, des situations qui sont délicates, qui sont compliquées à gérer, des crises parfois même, et qu'on sait se poser un petit peu derrière pour faire du retour d'expérience ensemble. Il y a un chercheur français, Grégoire Bosselu, qui publiait une étude il y a pas longtemps, qui montrait que quand tu fais 12 minutes de Rex, de retour d'expérience, tu peux gagner 25% de performance dans la semaine qui suit. C'est quand même vachement intéressant. Et le sense-making, c'est OK, on prend l'équipe RH, on se prend un petit temps ensemble et on se dit, toi, comment tu l'as vécu ce truc-là? Puis une fois que les personnes nous ont expliqué comment elles ont vécu tout ça, où on a libéré un peu les émotions, c'est-à-dire un peu quand le cœur est vide, la tête va pouvoir se remplir. Là, on va commencer à manipuler au sens étymologique du terme la mémoire en disant, qu'est-ce que toi t'en as appris de toi-même? Si tu avais des choses à refaire différemment dans cette situation-là, qu'est-ce que tu referais différemment? Et dans notre façon de coopérer, est-ce que tu as vu des trucs, c'était pépites. Franchement, sur ce coup-là, on a été hyper bon, on a été solidaire. Même il était 22h, mais j'ai vu que tu étais en coup de stress, on s'est passé un petit coup de fil, ça a duré 5 minutes, on a géré ça. Pour les fois d'après, comment tu as envie de fonctionner pour qu'on puisse capitaliser? Le sense-making, c'est ça. C'est se mettre autour de la table, se mettre autour du feu, après une situation intense ou délicate, pour se dire, comment tu l'as vécu, donc la prise en charge de l'émotion d'autrui. Et une fois que l'émotion a été un petit peu vidée, on va pouvoir essayer d'apprendre quelque chose collectivement, tout ça. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Mais pas que ce qui a foiré. Pas là où on a été mauvais. Parce qu'on est très, alors ça c'est hyper, j'allais dire franco-français, c'est hyper européen, on va dire ça comme ça. Ce côté, regardons ce qui merdouille pour l'améliorer. Non, mais on peut aussi regarder ce qui va bien pour essayer de l'améliorer aussi et de le conserver. Le sense-making, c'est hyper heureux parce que ça permet aussi de se raconter une histoire collective. C'est plus une somme de moments épars que chacun a vécu, c'est qu'en fait, ça nous rassemble. Et se rassembler avec une histoire commune, c'est la raconter ensemble, c'est la réexpérimenter ensemble, et c'est se dire que même dans l'adversité, on a su montrer de la solidarité. Et qu'après l'adversité, on pérennise notre solidarité. On en parlait tout à l'heure de cette question du lien. Il s'agit, pour reprendre Grégoire Bosselu, il s'agit pas d'être une équipe d'experts, il s'agit d'être une équipe experte. Et une équipe experte, elle va densifier son lien après les moments compliqués pour pouvoir justement le pérenniser. Ce genre de retour d'expérience, on le voit beaucoup dans des milieux comme l'armée ou dans le sport de haut niveau. C'est exactement ça. J'ai eu la chance de faire une grande conférence pour la direction de la gendarmerie nationale sur quelle reconnaissance donner à celles et ceux qui impliquent leur vie. Et c'est une sacrée question. Quand tu pars le matin, que tu sais pas si tu vas rentrer, je veux dire, c'est pas une tape dans le dos, merci mon grand. C'est comment on reconnaît ces professions de personnes qui impliquent leur vie. Et pour qu'ils se sentent compris, ils ont justement post-opération des temps où ils se rassemblent, des temps où ils se retrouvent, où chacun raconte la singularité de son vécu, parce qu'on n'a pas forcément, on a pu vivre les mêmes choses, mais pas les vivre de la même manière. Et c'est important, je crois, quand on est manager en situation de travail, de comprendre qu'il y a une singularité
des vécus dans l'équipe, déjà pour les respecter, pour leur donner une place et dire qu'on a compris que toi, tu l'avais vécu plus mal que toi. Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir adapter un petit peu son management, tous ces messages en fonction de l'état de sérénité de la personne. Et celui ou celle qui est particulièrement en délicatesse, là encore une fois, la seule fois qu'on peut regarder quelqu'un de haut, c'est pour l'aider à se relever. Ok, là t'es en carafe, là c'est compliqué. Les sportifs de haut niveau le font aussi, après une victoire, mais aussi après une défaite. C'est comment on refait équipe dans l'adversité. Et ça, c'est génial parce que c'est un très grand antécédent de la performance. C'est-à-dire que si on refait équipe dans l'adversité, c'est comme dans une histoire d'amour ou quoi, si quand ça va pas super, on reste solidaire, je veux dire, ton couple, il dure longtemps. Quel rituel tu nous donnerais peut-être aussi à l'échelle individuelle? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en équipe. Est-ce que tu aurais des idées aussi de rituels à installer au quotidien, individuellement? Mais alors, celles et ceux qui me connaissent vont dire, mais il est obsédé par ce truc-là sur le secret de la performance sous pression, sur la fréquence de la récupération. Vous n'auriez pas tort. C'est littéralement une obsession, un leitmotiv, autant que la phrase de l'espoir du bonheur nous en éloigne. Mais je crois qu'effectivement, la fonction RH, pour qu'elle puisse prendre soin des autres, il faut qu'elle ait pris soin d'elle-même. Et d'un point de vue individuel, l'absolue nécessité d'avoir des temps qui sont des temps de récupération dans la semaine, mais pas juste des temps de récupération pour aller à la piscine ou pour aller nager ou quoi, mais aussi des temps de récupération de ses facultés cognitives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas se fader des tunnels de réunion de 8h du matin à 18h en se disant non mais je vais bosser le soir pendant que monsieur ou madame regarde la télé, je prends mon ordi comme ça je peux bosser tranquille. C'est comment on se met des slots de concentration dans la journée, comment on construit des focus time, des moments où on peut être vraiment pleinement dans l'ici et maintenant, hic et nunc que disaient les latins, pour qu'on puisse se concentrer et restaurer nos facultés cognitives. De la même manière, dans la façon de structurer les journées, moi j'ai pas mal de RH que j'ai pu coacher ou accompagner pour justement qu'elles soient beaucoup plus sereines, et je dis elles parce qu'à chaque fois ce sont des femmes qui nous ont sollicité, comme quoi la charge cognitive elle est toujours du même côté, pour que là encore structurer leurs agendas, structurer leurs journées, et même on va en parler parce qu'on est juste avant l'été, comment partir en vacances aussi sans être complètement explosé. Parce qu'un écueil serait justement de se dire on est au mois de juin, allez c'est bon, les vacances c'est dans un mois et demi, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors on peut, ça te promet des vacances compliquées, ça te promet des vacances explosées en tout cas, c'est-à-dire que tu vas t'exploser sur un transat, dormir et puis ensuite tu vas reprendre le boulot en disant je les ai pas vus passer. Parce qu'on confond se reposer et se ressourcer, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir, on a besoin d'avoir une activation physiologique du corps qui descend parce qu'on peut pas être tout le temps au taquet. D'ailleurs, pour celles et ceux qui seront en vacances bientôt, si vous êtes un petit peu malade les 2-3 premiers jours des vacances, c'est normal, tout le monde est pareil, c'est le corps qui se détend, qui relâche la pression et du coup vous n'êtes plus obligé de lutter contre le stress du quotidien et c'est là que vous êtes un peu une éponge à petite maladie, c'est pas grave, tout le monde est à peu près comme ça. Se reposer c'est dormir, se ressourcer c'est agir. C'est agir en conformité avec les besoins qui sont les nôtres. Et donc, on a besoin, quand on est notamment dans la fonction RH, mais pour toutes celles et ceux qui seraient pas RH et qui nous écoutent quand même parce que le sujet les passionne, d'avoir des activités qu'on appelle support de détente. Des activités qui vont nous permettre, dans la semaine, de pouvoir, que ça soit avec des collègues ou ce soit hors du temps de travail, d'avoir ces temps de récupération, de ressourcement qui vont nous rebooster, qui vont nous regonfler, qui vont nous faire du bien, qui vont nous donner tout simplement le sentiment que la vie, elle vaut le coup d'être vécue. Et elle vaut pas le coup d'être vécue uniquement si tu fais des réunions. Une action à mettre en place dès demain, pour les DRH qui nous écoutent, ce serait laquelle? Eh ben moi, je vous propose de faire ce deal avec moi, essayez pendant 60 jours. Et franchement, si ça vous plaît pas, ce podcast sera satisfait ou remboursé. Vous noterez que je prends pas beaucoup de risques. D'aller marcher 45 minutes tous les midis dans un environnement un peu, alors faites pas le tour du périph' comme d'hab, mais un environnement un peu sympa, parce que c'est pareil, quand on est fatigué, alors j'avais pas prévu du tout de parler de ça, mais puisque tu me poses la question, je vais me faire un petit plaisir, on est juste avant les vacances. Quand t'es fatigué, tu vas opérer ce qu'on appelle une fusion cognitive. Une fusion cognitive, c'est quoi? C'est l'idée qu'en fait, on a tous, Fabienne, une petite voix. Cette petite voix, ce petit langage interne maltraitant, c'est celui qui nous dit t'es trop gros, tu parles trop vite, tu jargonnes, ils te comprennent pas, tu répètes le même truc que la dernière fois. C'est tous ces trucs que ton cerveau t'envoie. Alors, il te l'envoie pour te maintenir au sein du groupe, pour faire en sorte effectivement que tu sois toujours dans le groupe, parce que c'est important d'appartenir au groupe. Alors c'est sympa, mais c'est relou quand même d'entendre des trucs comme ça. Elle pèse un peu. Ouais. Le langage interne maltraitant, franchement, il est relou. Et pour éviter ce langage interne maltraitant, pas pour éviter, mais pour éviter de le croire, de le prendre pour vrai, pour être plus exact. La fusion cognitive, c'est quoi? C'est fusionner avec ce qu'elle nous dit en disant, mais ce qu'elle dit est vrai, est important,
et réaliste. Pour éviter qu'on pense que c'est vrai, important et réaliste, mais qu'on se dise, ok Adrien, c'est ton cerveau qui t'envoie un petit message là, prends-le pour ce qu'il est. Un warning parce que tu as envie de rester inclus dans ce studio avec Fabienne et les collègues. Donc j'entends ce message, je dis ok, c'est le cerveau qui me fait son Spielberg, là il m'envoie un truc juste parce que j'ai envie de rester inclus. Pas de problème. Sauf que la diffusion cognitive, pour réussir à défusionner, à se décoller de ce langage interne maltraitant, c'est pas une opération du Saint-Esprit. Tu peux pas claquer les doigts en disant allez ce soir j'y crois plus. Ce serait comme dire à quelqu'un qui est phobique non mais peut-être que t'as pas de raison d'avoir peur des oiseaux. Oh merci la belle affaire. Ça marche jamais comme ça. Et donc, pour éviter de fonctionner comme ça, il va falloir qu'on ait une action de tension détente fréquente du corps. Ce qui marche très bien, c'est la marche à pied. Pas la course à pied, la marche à pied. Tout simplement parce que c'est une activité physique pour laquelle l'homme est naturellement fait. Et en fait, ça va, si on le fait 45 minutes, d'un point de vue du cortisol, d'un point de vue de ce que ça va générer, on sait que c'est là aussi un des précipitants de la diffusion cognitive. À chaque fois qu'on a des activités qu'on appelle support de détente, comme je disais, mais qui visent à réduire l'activation physiologique du corps, on a une vraie détente qui est en train de se créer. Alors tout doucement, quand le corps se détend, eh bien l'esprit se détend. Il desserre l'étau vis-à-vis de nos idées pas très agréables, de nos idées noires ou de ce langage-là. Et du coup, on aborde le monde avec beaucoup plus de légèreté. On est toujours capable de voir ce qui va pas, mais on est surtout bien plus capable de voir tout ce qui va bien. Avant de passer à notre quiz final, Adrien, j'ai une dernière question pour toi. Si un ou une DRH nous écoute aujourd'hui et se reconnaît dans le tableau de tout ce que tu nous as décrit, quel serait ton message ? Venez avec moi marcher tous les midis en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Je serais ravi qu'on en parle. On va créer un groupe de marche. Un groupe de marche. Toujours soutien social. Parlez-en à d'autres DRH. Faites-moi un message sur LinkedIn, qu'on vous mette en lien avec des communautés. Le but du jeu, c'est vraiment partager ça avec les autres. Aller prendre du temps. C'est quand la situation est tendue que notre main doit l'être aussi, et qu'on doit pouvoir aller chercher la main d'autrui pour se dire, ok, warning, là j'ai besoin d'aide, et si on le fait à deux, moi je vais y arriver. Ça, avec franchement, ça peut paraître un peu bisounours ce que je vais raconter, mais si tous les midis, 45 minutes, vous allez marcher un peu, prendre l'air, vous allez défusionner, et déjà dans 5 jours, vous aurez un regard qui est radicalement différent sur ce qui est en train de se passer. Es-tu prêt à répondre à mon quiz, Adrien ? Je ne sais pas, il me fait peur. Si tu devais me citer un ou une DRH que tu admires particulièrement, ce serait qui ? J'ai rencontré un type super qui s'appelle Laurent Chohin, qui est le nouveau DRH du groupe Accor, et on s'est rencontrés dans un talk où on parlait de philosophie, d'Hannah Arendt, de la banalité du mal, et c'est un type qui a une épaisseur culturelle de dingue, et qui du coup sait décrypter le monde avec de la philo, de la psycho. Et avoir un DRH qui a de la culture, c'est aussi avoir quelqu'un, parce que la culture, c'est ce qui te permet justement d'avoir une accroche avec tout le monde, d'avoir à la fois de la tolérance à l'ouverture, la tolérance à la diversité, et de savoir interagir avec tout un chacun, parce que tu as suffisamment de background pour saisir chez autrui ce qui fait à la fois son intérêt et sa singularité. Ça, c'est hyper précieux pour la relation. Quel livre tous les DRH devraient-ils avoir dans leur bureau ? Le piège du bonheur. Mais en fait, tout le monde devrait l'avoir dans son bureau, ce bouquin-là. Il est absolument génial. C'est un bouquin écrit par un psy américain qui est hyper, on dit evidence-based psychology, psychologie centrée sur des preuves, qui t'explique en gros pourquoi l'espoir du bonheur nous en éloigne, et qu'en fait, on peut pas attendre. On en avait parlé pour celles et ceux qui nous écoutent dans le précédent podcast. Allez le réécouter. Vous aurez plein de trucs dessus. Mais cette dimension du piège du bonheur, c'est que si ce que t'attends, c'est un état de grâce permanent et continu, tu seras malheureuse toute ta vie, ça va probablement te faire entrer dans la dépression. En revanche, si ce que t'attends, c'est une vie riche et pleine de sens, ce bouquin va te permettre de l'activer hyper facilement. Et c'est le philosophe Alain qui disait, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Allez acheter ce bouquin, là encore, ça sera satisfait ou remboursé. Si tu étais DRH, quel serait ton mantra ? Ce que je viens de dire, c'est l'espoir du bonheur nous en éloigne. Moi, je crois que, tu sais, c'était, je crois, la lettre à Ménécée qui disait, le jour où tu désapprendras à espérer, je t'apprendrai à vouloir. C'est-à-dire qu'il s'agit pas d'espérer être heureux un jour, il s'agit de mettre les choses en place pour le faire. C'est pour ça que moi, je ne fais que des risques psychosociaux. Je veux dire, ma vie, c'est quand même que des trucs hardcore, et je suis hyper enthousiaste, moi, par rapport à la vie. J'aime profondément mon métier et la vie, parce qu'en fait, il y a rien de tragique. Il y a des situations de vie qui sont tristes, mais on porte tous en nous la possibilité d'aller mieux. 40% de ton bonheur, il dépend de toi. Alors, les patients tristes diraient, mais il y a 60% de ton bonheur qui dépend pas de toi. Non, mais d'accord, mais concentrons-nous déjà sur les 40. Si t'es au taquet de tes 40, je peux te garantir que ta vie va changer radicalement. Un ou une DRH à suivre sur LinkedIn ? Laurent Chohin, celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Laurent, si tu écoutes, je te fais de la pub, mais parce que ça fait du bien d'avoir des personnes qui partagent aussi de la hauteur de vue sur ces sujets-là. Et enfin, une qualité sous-estimée chez les DRH ?
Je pense qu'il faut filer la métaphore de cette dimension de curiosité. Moi, j'ai rencontré des DRH super, qui se reconnaîtront, des Claire, des Sandra, des David, mais ces personnes qui ont une hauteur de vue parce qu'elles sont allées chercher ailleurs que dans la fonction ressources humaines des façons de comprendre le monde. Mais je dis la même chose à mon équipe, je suis psychologue, mais je leur dis arrêtez de ne lire que de la philosophie. Moi, mon premier patron, le docteur Légeron, m'avait dit je ne ferai jamais confiance à un psy qui pense que Beethoven est un chien. C'est-à-dire que si on n'a pas la hauteur, l'élargissement culturel pour comprendre, comment peut-on comprendre ce qui se trame dans l'esprit de l'autre ? Si on n'a pas les mécanismes, la compréhension, l'épaisseur culturelle pour le faire. Alors bien sûr, je prétends pas avoir toute cette culture-là, mais c'est pour ça que j'admire celles et ceux qui sont curieux. Dernière question pour résumer notre épisode. Si nos auditeurs ne devaient retenir qu'une seule chose, ce serait laquelle ? Je crois, Fabienne, que ce qu'il faut retenir de notre échange, c'est que les rituels, on parlait des rituels de DRH, que les rituels, ils se substituent à l'effort de la volonté. En fait, les bonnes habitudes d'équipe, c'est un peu comme un jardin potager. Au début, j'avoue, c'est galère, faut semer et tout, mais après, t'es toujours super content de récolter. Ne pas oublier, on est juste avant l'été. Si le potager, on veut le voir pousser, il faut l'arroser. Alors justement, comme c'est bientôt l'été, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment d'aller boire un verre avec ses collègues préférés. Mais quelle bonne idée. Eh ben, écoute, je te souhaite un excellent été, Adrien. Merci Fabienne, toi et on aussi. Se retrouve à la rentrée. Avec grand plaisir. À très bientôt. Happy Hour, Happy Hour, le podcast qui éclaire sans éblouir. le podcast qui éclaire sans éblouir.